Alors donc, la conférence d'aujourd'hui c'est sur Tchaïkovski et plus exactement la musique de Tchaïkovski. Parce que, comme je l'avais déjà expliqué par le passé lors de la première conférence que j'avais faite sur la musique, je m'intéresse beaucoup plus à la musique qu'à la vie des personnages ou à l'histoire qui va avec eux. Et donc j'aimerais me concentrer plus sur la musique que sur la vie de Tchaïkovski. Néanmoins, les deux étant liés, on va parler des deux, mais dans l'ordre inverse de ce qu'on pourrait attendre habituellement, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler de la musique et après parler de la vie de Tchaïkovski, de l'ambiance musicale en Russie à cette époque, et où est-ce qu'il s'inscrit dans tout ça. Et pas faire l'inverse, mon idée étant de ne pas vous donner des a priori sur la musique par la vie de Tchaïkovski. Comme n'importe quel auteur, on peut raconter sa vie et après passer à l'œuvre, mais du coup on va voir l'œuvre à travers la biographie qu'on a entendue. Et c'est quelque chose que j'aimerais essayer d'éviter, même si on s'en échappe jamais vraiment. Pourquoi Tchaïkovski? Alors Tchaïkovski, déjà personnellement j'aime beaucoup la musique de Tchaïkovski, et c'est quelqu'un dont la notoriété et la popularité a beaucoup évolué ces 60-70 dernières années. Il faut savoir qu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle, Tchaïkovski est très méprisé par les critiques, les gens qui organisent des concerts dans les salles de concert. On fait passer beaucoup de musique allemande ou dite moderne avant, les sériels, la musique atonale, etc. Et on range Tchaïkovski comme un vieux, voilà, c'était un dernier mouvement de survivance d'une musique pseudo-romantique, de bas étage, quelconque, vulgaire, facile. Et le surnom qu'il avait à cette époque-là, c'était celui de vieux pleurnichard. C'est-à-dire qu'il avait c'était une musique larmoyante, tristounette, pas très profonde, etc. C'est déjà, ce constat est intéressant puisque c'est déjà à l'opposé de la notoriété qu'a eu Tchaïkovski de son vivant et notamment à la fin de sa vie, même si au début ça a été un petit peu délicat comme chaque compositeur et l'époque, l'ambiance musicale en Russie ne facilitait pas forcément l'acceptation immédiate, mais à la fin de sa vie c'est quelqu'un qui est très reconnu et de manière internationale, à la fois européenne mais également aux États-Unis, et qui est donc très connu, très apprécié. Aujourd'hui, donc, il est remonté sa cote de popularité a remonté, si on veut, et j'ai tendance à penser que c'est amplement mérité. Et il reste connu du grand public, surtout à travers ses ballets, en fait. C'est-à-dire qu'on a récemment Black Swan, le film de Aronofsky qui est sorti, était complètement inspiré de l'œuvre de Tchaïkovski. Et de manière générale, on a tous vu au moins un jour une affiche du Lac des Cygnes ou de Casse-Noisette ou de La Belle au Bois normand, chaque œuvre ayant été soit adaptée au cinéma, soit au cinéma. Bon, La Belle au Bois normand, on pense à celui de Disney, mais il y en a d'autres aussi. Et pour le Casse-Noisette, la suite que Tchaïkovski a écrite d'après le ballet a été utilisée pour le Fantasia en 40. Donc, et qui est une réussite assez flamboyante. Donc voilà, on connaît surtout Tchaïkovski à travers cette musique-là, mais bon, le ballet, ça reste, bon, dans l'imaginaire, c'est des gens qui dansent, donc la musique, elle est là pour accompagner. C'est une musique assez légère, assez mélodique, assez facile. Et en fait, le ballet est quelque chose de très particulier dans l'œuvre de Tchaïkovski. Il a composé beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le ballet et dont la philosophie est totalement différente. Donc on va voir un petit peu ça ce soir. Donc déjà, on va jeter un œil aux compositions de Tchaïkovski, simplement en nombre, juste pour voir ce qu'il a composé. Donc déjà, un inventaire de tout ce qu'il a fait. Déjà, il a composé 6 symphonies, et j'ai mis 2 pseudo-symphonies, puisque ce sont des symphonies qui sont plus des poèmes symphoniques que des symphonies, mais qui sont tout de même en 4 mouvements, qui durent 45 minutes à peu près. Donc ce sont des œuvres longues et symphoniques. 3 concertos pour piano, donc le concerto ce sont des pièces en 3 mouvements, avec un soliste, donc dans ce cas-là au piano, accompagné d'un orchestre, et un 4e qu'il a commencé mais qu'il a laissé tomber, et qui a été plus tard complété par d'autres personnes, mais de façon assez discutable. En fait c'est pire que le Requiem de Mozart, on va dire. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le Requiem de Mozart n'a été composé qu'à moitié par Mozart, et la deuxième moitié est plutôt gnangnan, j'ai envie de dire, et c'est parce que c'est pas Mozart qui l'a composé. Et là, on sait qui c'est? Oui, on sait qui c'est, mais là, j'ai pas le nom en tête, mais c'est un collectif de personnes
Et c'est assez commun en fait en musique classique quand un grand compositeur, enfin quelqu'un qui est devenu reconnu après sa mort, a composé des choses inachevées, ben on les complète en général. Par exemple, Mahler a commencé une 10e symphonie et il y a un collectif de gens qui l'ont terminée pour lui. Bon. Par contre, il y a certains compositeurs, c'est intéressant, qui ont laissé des œuvres inachevées, même des fois volontairement, comme Schubert, et dont on n'a jamais osé poursuivre le développement. Il y a une espèce de sacralité des fois qui fait que non, là, on n'y touche pas, on n'a pas le droit, alors que d'autres, on a un peu le droit. Et donc dans ce cas-là, en tout cas, il a été achevé, mais il est très rarement joué, il a dû être enregistré seulement 2 ou 3 fois. C'est purement pour voir, en fait. C'est intéressant de voir, parce que en gros, c'est un brouillon que Tchaïkovski a laissé, et ça permet de voir un peu comment il était posé. Un concerto pour violon, j'ai envie de dire un seul concerto pour violon. Il faut savoir que à l'époque, ce type de parcours de composition est assez commun pour un grand compositeur, c'est-à-dire plusieurs symphonies, des concertos, des opéras, des suites, enfin, c'est assez commun, mais un seul concerto pour violon, ça fait un écho très fort à Beethoven, en fait, qui lui a composé 9 symphonies, 5 concertos pour piano, plusieurs ouvertures symphoniques, beaucoup de pièces pour piano, violon, etc. Et un seul concerto pour violon. Brahms également, Dvorak également. Enfin bon, c'était devenu une mode après Beethoven de faire qu'un seul concerto. Les compositeurs sérieux ne faisaient qu'un seul concerto pour violon parce que c'est un genre un peu mineur. Il faudrait faire une conférence sur le genre concerto pour violon, tellement c'est intéressant de voir l'opposition entre les compositeurs qui jouaient du violon, qui jouaient leurs propres œuvres, et qui avaient une très forte relation avec les œuvres qu'ils jouaient ou qu'ils faisaient jouer, et les compositeurs qui étaient plutôt des symphonistes, qui composait un concerto pour violon parce qu'il y avait une star du violon à laquelle il fallait faire plaisir. C'est un petit peu ça pour Tchaïkovski, mais n'empêche que ce n'est pas du tout une œuvre bâclée ou ratée pour autant. 7 poèmes symphoniques, donc ça, c'est un poème symphonique, c'est un genre qui a été inventé par Liszt, et finalement dérivé de la symphonie fantastique de Berlioz, et qui a connu ses heures de gloire à partir de la deuxième moitié ou le troisième tiers du XIXe siècle. Donc c'est un genre, son intérêt c'est que c'est un genre libre en fait. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de forme fixe, il n'y a pas par exemple 4 mouvements, un lent, un rapide, un aigu, une danse, une introduction, etc. C'est une forme complètement libre, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, donc le compositeur a une idée et hop, il peut écrire directement un poème symphonique. Alors que par le passé, quand un compositeur avait une idée, le cadre étant celui de la symphonie, ça faisait peut-être 1 ou 2 mouvements, mais après, il fallait remplir avec autre chose. Donc ça arrivait que des symphonies soient déséquilibrées, puisque le compositeur avait eu 1 ou 2 ou 3 bonnes idées qu'il a placées dans 1 ou 2 mouvements, mais le reste, il a fallu remplir pour faire une symphonie, parce qu'on ne pouvait pas accepter une symphonie, une demi-symphonie. Donc le poème symphonique permet de se libérer totalement de ça, et c'est assez salvateur, en fait, je trouve. Donc 7 poèmes symphoniques pour Tchaïkovski, on en reparlera après de lesquels. 3 ballets. J'ai envie de dire encore une fois seulement 3 ballets, puisqu'on entend toujours parler des ballets de Tchaïkovski, pourtant seulement 3 ballets, mais qui sont au moins pour 2 d'entre eux, les ballets les plus joués sur toutes les scènes du monde aujourd'hui. C'est extraordinaire. Il faut savoir qu'avant Tchaïkovski, les compositeurs de musique pour ballet ne sont pas connus en fait. C'est que les gens qui composaient de la musique pour ballet, justement, c'était un genre mineur, un petit genre, et les grands ballets comme Gisèle j'ai oublié le nom, mais ce sont des ballets sur des musiques inconnues en fait. C'est la chorégraphie et le cadre de l'opéra qui donnait sa noblesse et sa richesse au ballet. Pas du tout la musique. La musique était uniquement pour donner un rythme, un joli son. Voilà. C'est pas le plus intéressant. Tchaïkovski, c'est celui qui dit bon, la musique de ballet c'est quelque chose d'intéressant. On peut vraiment construire une histoire. L'adéquation de la musique avec le mouvement est une richesse. On peut en tirer quelque chose. Et ces 3 ballets sont vraiment des réussites flagrantes de ce point de vue-là, pour utiliser les ressources d'un genre qu'on laissait un petit peu de côté. 4 suites pour orchestre. Donc ça, c'est un genre beaucoup moins connu, les suites pour orchestre. Ça se rapproche d'un ballet, on peut dire. Sauf que c'est de la musique uniquement jouée. Il n'y a pas de danse en même temps, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de récital en même temps. Mais c'est une espèce de symphonie, mais plus libre. Voilà, on va dire ça comme ça. 10 opéras, quand même, dont les 2 seuls connus sont restés,
les gens qui connaissent en connaissent bien plus, mais sont restés la Dame de pique et Eugène Onegin, tous deux dérivés de deux poèmes de Pouchkine, et une ribambelle de pièces pour piano qu'il a composées tout au long de sa vie. Il a toujours aimé composer des petites pièces pour piano. Donc tout de suite on voit le cadre, bon c'est surtout un symphoniste en fait, Tchaïkovski. C'est quelqu'un qui aimait l'orchestre, c'est quelqu'un qui aimait le dialogue entre les instruments, l'existence des concertos le prouve aussi. C'est quelqu'un qui aimait la scène aussi, 10 opéras, 3 ballets. Il avait envie de montrer sa musique également, pas uniquement dans un concert symphonique, mais dans le cadre de l'opéra. Et voilà. Et en parallèle de ça, des pièces pour piano, un peu pour alimenter tout ça. Donc quelqu'un, tout de suite, on se dit, tiens, quand on a entendu que du ballet, on se dit, bon, finalement, c'est pas que ça. Et c'est d'autant plus intéressant que Tchaïkovski, à travers toutes ses œuvres, a des styles très différents. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, bon, quelqu'un qui a beaucoup composé, enfin qui a composé des grands ballets, on va retrouver des mouvements un peu dansants, légers, dans le reste de ses œuvres, mais ce n'est pas du tout le cas. Tchaïkovski a au moins, moi j'ai identifié trois styles radicalement différents, qui vont qui traduisent en fait trois visions du monde différentes. La première, et celle qui se développe à travers certaines œuvres, on va en reparler après, c'est sur l'idée de la mort, du destin, de l'amour perdu, donc des sentiments assez noirs, assez prégnants, assez lourds, et qui dépassent en fait l'entendement humain. C'est quelque chose, ça rejoint un petit peu certains aspects de la musique de Beethoven, c'est un peu la révolte contre le destin, mais qui gagne quand même à la fin. Donc on va écouter quelques extraits pour identifier ça bientôt. Un deuxième style qui est un style à l'opposé, c'est-à-dire très flamboyant, très riche, très vivant, très lyrique, des thèmes très conquérants, héroïques, très enflammés, et qui donc apporte une vision du monde à l'opposé. C'est-à-dire vraiment c'est la vie avant tout, la vie sublimée par l'art, le lyrisme, à l'italienne, genre. Et il y a un troisième style qui est le style donc, du ballet, et un petit peu de certaines suites pour orchestre ou de certaines autres pièces, qui est un style intime, on va dire. Ce sont les sentiments dans leur délicatesse, dans leur profondeur, mais dans leur délicatesse. Ce sont les sentiments humains. J'ai envie de dire les plus simples, c'est-à-dire ça peut être l'amitié, ça peut être le plaisir de vivre, le goût, la délicatesse. Et la musique reflète totalement ça. On est loin des grandes idées de la mort, l'amour ou la grande vie, ou ça. C'est plus la vie dans ce qu'elle a de charmant au quotidien, en quelque sorte. Et j'ai envie de dire, la réflexion qui est menée sur la vie à travers ces musiques de ballet est très, très profonde, en fait. Et c'est aussi la clé des succès des ballets de Tchaïkovski. Donc pour illustrer ces premiers éléments, j'ai envie de vous faire écouter quelques petits extraits. Si je retrouve ce qui me permet de le faire. Voilà. N'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Juste, mais ça tu le sais peut-être que Eugène Onegin, ça passe à Garnier prochainement. Ah oui, je ne le savais pas, non, mais effectivement, c'est entre autres le 26 décembre, enfin ça passe là pour le moment des fêtes, oui. Et les places sont à des prix tout à fait abordables, enfin on peut en avoir. Moi je sais que j'en ai pris 3 il y a un petit moment que je les ai prises, mais ça passe. D'accord, et c'est jusqu'à quand? C'est au moment des fêtes, je ne sais pas exactement. Et ils ont à Bastille, c'est pas Tchaïkovski, oui c'est vrai. Il y a la Dame de pique en janvier ou février, je crois, à Bastille. Voilà, et à Bastille, bon c'est pas Tchaïkovski, c'est Prokofiev, c'est Cendrillon. Alors, pour le coup, c'est une musique très différente, mais en fait, j'allais venir un peu à la fin. Mais enfin, Eugène Onegin, ça passe sous forme de ballet à Garnier. Mais ça commence peut-être pas seulement le 20 décembre. Mais c'est long, il le joue pendant un mois au moins. Non. Enfin, je sais que j'y vais le 26. Il faudrait vérifier, évidemment, je ne suis pas renseigné. Ça va passer prochainement. J'ai oublié de dire dans mon introduction qu'à la fin, je parlerai de l'influence qu'a eu Tchaïkovski sur les autres compositeurs, notamment Prokofiev. Bien sûr. Donc alors, un premier extrait, ce sont des extraits assez courts, c'est toujours difficile d'extraire de la musique d'une longue symphonie, parce que bon, on est un peu perdu, mais j'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais pour que ça reste clair. Je vais vous faire écouter différents
extraits et puis on pourra en parler un peu de comment vous ressentez cette musique. Alors, je vais donner des éléments avant, mais c'est intéressant de voir ce que vous allez en penser. Alors j'espère que ça va pas être trop fort, je vais régler le son. Est-ce que vous préférez écouter d'abord d'autres choses ou d'abord parler de celui-ci? Et ça, c'était l'extrait de... Extrait 3, il faut que tu nous dises. Ah bah non, justement. Ah bon? D'abord, Sixième symphonie? Non, mais c'est intéressant, effectivement. C'est tout à fait dans la même veine de la sixième symphonie, par exemple. Bon, je reviendrai après sur les différents groupements des œuvres. Là, c'est pour illustrer ce que je viens de dire, en fait, sur les styles. Qu'est-ce que vous avez pensé de c'est beaucoup moins doux et romantique que la valse des fleurs, ça. C'est clair, c'est plutôt pesant. Tragique. Hein. Bon, c'est plutôt tragique. C'est la scène des dinosaures de Fantasia, quoi. Intéressant, ouais, non, oui. Avec les basses et avec les, je sais pas comment t'appelles ça derrière, les gros... Les timbales, où il y a, la grosse caisse, il y a un gong aussi. Oui, il y a tout l'orchestre qui joue, là, on sent très bien. Il y a tout l'orchestre qui joue, il y a une puissance puissance orchestrale, tout à fait. C'est assez percussif, ça c'est fait rythmé. Ça fait penser au poème Symphonie 1812. Ah, alors là, oui, ça dépend. J'y pensais aussi en 1812, tout à fait. C'est intéressant parce que là, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Mais, Deux contre un. Oui, je suis conférencier, j'ai un bonus. Amour déçu. Amour déçu, on peut dire ça. Mais voilà, il n'était pas homosexuel. Comment? On en parlera après. Non, dans la musique. On On était sur l'analyse de musique, non? On est dans la musique, on parlera de la fille après, justement. C'est quelques éléments comme ça qu'on donnera après. Donc, un autre extrait, pareil, relativement aussi long, aussi court. Parce que je te dis, j'ai une vraie mère. Oui, Non, Lui mais offrir si elle peut une faire, bouteille, ça Noël. d'énormes problèmes et empêcher mes soirées. c'est sûr que c'est fort, là, je ne me rends pas compte. Ah oui, oui. Ah, mais c'est parce que je suis de l'autre côté, en fait. Non, si elle est vieille, elle est sourde. T'as en plus une augmentation des graves, là. Ouais, d'accord. Donc, Et puis elles sont posées par terre. Oui. Je peux te dire que... Alors, à deuxième Non, fais attention parce qu'elle risque de vraiment de j'ai mis me... moins fort. Allez, c'est parce que je suis Mais en du mauvais plus, côté. l'oreille va s'adapter. Très bien. Je mets donc un deuxième extrait. Écoute. Moins fort. Pour certains numéros en continu. C'est un des plus connus. Écoute quand même.
C'est des partitions les plus connues. Cet enregistrement date de quand à peu près? C'est un vieil Ah oui, ça enregistrement. paraît vieux, ça. Oui, très vieux, je Ouais, trouve. bah, je vais regarder. Non, il Qu'est-ce n'est pas qui si fait vieux. penser ça? C'est Fedoseyev qui joue. D'accord. C'est l'Orchestre national de Russie, donc c'est post-91, donc c'est pas si vieux que ça. Ah, c'est amusant, parce que ça fait date. Oui, mais il y a des... Mais j'ai entendu les styles, les voilà, styles une version différents cet sont après-midi avec les pédales augmentées, mais qui était horrible par contre, où le rythme Mais ils l'ont était- passé hier après-midi aussi sur Oui. Classique Radio. Oui, voilà, sur Radio Classique, Ouais, exactement. Radio On Classique. sait J'ai qu'on entendu, rentre voilà. dans un débat un petit peu de spécialistes. J'aimerais que les gens qui ne connaissent Non, pas et qui s'expriment également, c'est également intéressant. Je sais pas, Christelle, ou tu as l'air dubitative. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de cet extrait, par Ça exemple? me fait plus penser au style. C'est plus vivant, des on va ballets, dire. de la vie. C'est plus coloré, c'est plus vivant, c'est l'ouverture est très lyrique. Ouais, Pourtant, ça voilà. utilise quasiment la même orchestration. Hein. Oui, Ouais, non, ouais. voilà, on est. Donc C'est vraiment romantique. voilà, Le on concerto appelle ça, numéro 1, on appelle ça romantique. Voilà, c'est Mais c'est pas le même genre de romantisme que Chopin. Non, Pourtant, c'est l'Europe centrale. dans le concerto pour piano, si. C'est très proche de Chopin en fait, mais c'est très novateur en fait Tchaïkovski, ce qu'il fait là, parce que la déclinaison entre là on a écouté 2 minutes 20, il y a une ouverture très lyrique au début et après on part dans quelque chose de beaucoup plus fin, plus précieux. Ça se rejoint un peu plus chaud. Mais clairement il y a le côté très lyrique, très vivant, très joyeux en fait, j'ai envie de dire. On est, je pense que vous êtes d'accord, on est à l'opposé, enfin à une opposé de ce qu'on a entendu juste avant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de beaucoup plus. Bon, on se dit, bon, là, ça donne un peu plus la pêche et que le truc d'avant, on a envie un petit peu de se suicider quand même. Bah, il y a une solennité Oui. dans les deux, il y a une puissance. Il y a dans une les puissance deux. dans les deux, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. L'ordre russe. Mais je trouve qu'elle n'exprime pas la même chose en fait. Un dernier extrait, donc pareil, de 2 minutes 30 à peu près, connu également pour les gens qui ont déjà entendu. Donc voilà, donc un extrait de Casse-Noisette, donc un des 3 ballets de Tchaïkovski. Encore une fois, l'orchestration est la même, c'est-à-dire que c'est un grand orchestre, il y a les cuivres, il y a les basses, il y a les violons, enfin il y a tout le monde, tout le grand orchestre, et pourtant, on est bien d'accord qu'encore une fois, l'atmosphère est différente. Alors j'ai envie de dire, je vois venir les détracteurs, j'ai choisi des extraits pour
servir mon propos, mais C'est normal. Oui, c'est normal, mais j'ai pas eu beaucoup à forcer le trait en fait. Genre, dans Casse-Noisette, il y a des moments beaucoup plus lyriques, dans Le Lac des Cygnes également, dans La Belle au bois dormant également, mais je trouvais que justement c'était intéressant de voir un autre aspect de la musique de Tchaïkovski, cet aspect justement du ballet, léger mais qui dit quelque chose, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est une musique que je trouve très poétique, très sensible, très pénétrante, on se laisse facilement bercer, on ferme les yeux, on a le sourire qui monte tout seul, vous voyez. C'est d'ailleurs, on oublie même la musique, à ce moment-là. On voit quelque chose. On voit quelque chose, peut-être. Surtout quand on a vu Fantasia. Et moi, c'est ça qui est très bien fait. La danse des champignons. Alors, la danse des champignons, c'est pas celle-là. Mais si, c'était le début. Ah oui, si, c'est celle-là. Si, Oui, c'est le début. oui, c'est vrai. C'est les champignons. C'est vrai, pardon. Mais même sans... Enfin, même sans, de toute façon, c'est sans, musique, ça invite au voyage. Et c'est vrai que cette musique, quand on l'imagine servie par un ballet, une chorégraphie, on se dit ça va très bien avec et ça doit magnifier et le ballet et la musique. Il y a un vrai chant, c'est pas juste pour faire un rythme et une mélodie, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc voilà pour illustrer les trois styles moi, que je retiens chez Tchaïkovski et qu'on peut illustrer, on illustrera plus tard de manière d'autres façons, avec d'autres extraits. Donc maintenant j'ai envie de parler un peu plus de la musique en Russie. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que la Russie ne s'est vraiment lancée entre guillemets dans la musique classique que tardivement par rapport au reste de l'Europe. Je connais pas assez les autres formes d'art, mais il me semble que ça se retrouve ailleurs, c'est-à-dire qu'en littérature, en peinture, donc en musique, même en théâtre, il me semble que la Russie s'est mis vraiment dedans au XIXe siècle. En fait. Alors la musique ne fait, j'ai envie de dire, pas exception, mais c'est parce que ne fait pas exception à cette règle-là, puisque en fait le premier compositeur russe qui a composé des choses autres que des chants populaires dans des villages, c'est M. Glinka, qui est né en 1810 ou 17, enfin je ne sais plus, mais c'est au début du 19e siècle, qui est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Europe et qui est notamment venu en France pour rencontrer Hector Berlioz, le grand compositeur du début, enfin de la première moitié du 19e siècle. Donc, est-ce que j'ai une photo de M. Glinka? Enfin, une photo, de façon. Mais il n'y avait pas de compositeur avant. La Russie n'a pas de compositeur de poids, on va dire, même de poids mineur avant. C'est le premier qui fait vraiment en plus, il n'a pas composé grand-chose. Hein. Il a composé essentiellement 2 opéras et quelques danses symphoniques. Donc les 2 opéras sont dit pour le Tsar et Ruslan et Ludmila. Voilà. Qui sont encore aujourd'hui de temps en temps joués, mais ça reste assez rustique, on va dire. C'est pas... c'est Non, normal. non, justement, c'est rustique. Mais c'est encore, on a envie de dire, c'est un petit peu l'enfance de l'art. C'est-à-dire qu'on retrouverait éventuellement les compositions de Mozart ou des premières, on va dire des choses très... on maîtrise la technique, on fait quelque chose et voilà. Mais ça manque de structure, de solidité. Donc, et c'est cette structure, ce côté un petit peu officiel, ce côté qui permet d'être joué dans des salles de concert, d'être connu, de diriger sa musique, d'avoir un caractère propre, etc. Ce sont la deuxième génération de compositeurs russes qui va l'apporter, notamment donc Tchaïkovski, qui est né en 1840, et également Rimsky-Korsakov, qui est né en 1944, avec le groupe des 5, enfin ceux qui se sont appelés le groupe des 5, qui sont donc Borodine, Rimsky-Korsakov, César Cui, Moussorgsky et le dernier, si tu te souviens, j'ai plus le nom, bon ça va vraiment. Bon, je ne les ai pas dit d'ailleurs, Borodine. Tchaïkovski, le dernier. Non, Tchaïkovski, non. Justement, on va en parler justement. Glazunov? Non, Glazunov c'est après également. Ah bah c'est pourtant pas dur, c'est Moussorgsky, Cui, Korsakov. Glinka, non? Non, justement, Glinka est mort en 45, très jeune. Comme ça, il est mort jeune, oui. Oui, alors il faut que je ressorte les petites notes. Bon, en même temps, c'est pas le plus important, justement, puisque dans les 5, en fait, tout le monde, personne n'a été connu, en fait, mis à part Rimsky-Korsakov.
Borodine qui a Borodine, composé. Borodine. Oui, mais alors Borodine et Moussorgsky ont été connus parce que Rimsky-Korsakov a orchestré leurs œuvres et il a permis de les diffuser. Donc, donc, revenons un petit peu à l'histoire, même si j'ai oublié le dernier nom, je suis désolé, hein, c'est quand même fou, mais c'est pas bien. Ça, on a fait une mauvaise œuvre. Oui, vous aurez raison, mais donc s'opposent en fait à cette époque-là ceux qui s'appellent le groupe des 5, donc, dont je viens de parler, qui sont des gens qui pensent, enfin, qui estiment qu'il faut développer une musique russe, proprement russe, 100% russe, uniquement de par leurs propres expériences, leurs propres idées, leurs propres compositions, sans essayer de voir ce qui a été fait en Europe pour un peu l'histoire de la musique en Europe, qui a quand même déjà, en 1840-50, il y a déjà au moins presque 250 ans de musique. On va dire 150 ans de musique un peu construite et sérieuse, mais sans vouloir dénigrer ce qu'il y avait avant, mais disons que si on se place 150 ou 250 ans avant, donc genre vers 1600, là, même en Europe, on n'a que des petites musiques de cours, on va dire. Les choses ne sont pas encore... On pourrait en parler longtemps, je sais. C'est pas ce qu'on va rechercher après qu'on trouve. Hein. Si on cherchait pareil en Russie, on trouverait peut-être des choses, mais là où il y a eu au moins 150 ans d'évolution musicale, de construction, ce groupe des 5 considère que c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça, on est russe, on va faire notre propre truc et ça va être très bien. Et de l'autre côté, il y a un monsieur qui s'appelle Rubinstein, Nikolai Rubinstein, qui est celui qui a fondé le conservatoire de Saint-Pétersbourg, puis quelques années plus tard celui de Moscou, et qui délivre un enseignement très, on va dire, germanique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éduquer les Russes à la musique européenne telle qu'elle a été bien faite par des gens comme Mozart, Beethoven, Schumann, etc. Donc le groupe des 5 va être assez dur avec les gens dits pro-germaniques, dont Tchaïkovski fait partie un peu malgré lui, dans le sens où il naît en 1840. Il montre assez rapidement des talents pour la musique, pour interpréter des œuvres qui existent, pour composer des petites choses. Mais donc ses parents encouragent ce talent, mais assez rapidement, à l'âge de 12 ans, il décide de le faire rentrer à l'école sérieuse pour en faire un fonctionnaire, pour qu'il travaille au ministère de la Justice. Et donc Tchaïkovski quitte sa famille pour aller faire ses études à Moscou. Et donc pour après travailler pour le ministère de la Justice. Donc ça, ce sont des années d'études où il lie de fortes amitiés avec d'autres étudiants, mais où il va donc régulièrement à l'opéra pour écouter des œuvres de Rossini, de Mozart ou de Verdi, qui commencent à être connus. Mais il ne compose pas vraiment, il est un peu, il travaille, il a autre chose à faire. Et du coup, il ne se donne pas beaucoup dans la musique. Mais il sent qu'il est attiré par ce milieu-là et il va attendre d'avoir son diplôme, entre guillemets, une petite carrière pour dire, bon, maintenant j'ai envie de faire un peu ce qui me plaît et je vais composer de la musique. Donc, avant cela, il faut dire un événement important sur lequel j'ai oublié d'insister, c'est qu'en 1954, pendant qu'il fait ses études à Moscou, à 14 ans, donc sa mère meurt du choléra et il gardera un souvenir assez marquant de cet épisode-là puisqu'il était assez proche de sa mère et même de descendance française. Donc je place le mot français parce qu'il va y avoir des retours vers Berlioz et la musique française après. Et donc voilà. Donc Tchaïkovski se lance vraiment dans la musique uniquement en 68, hein, quand il commence à composer quelque chose qui va s'appeler le poème symphonique Roméo et Juliette, qui est une de ses premières compositions, mais également sa première symphonie, et qui va... Alors c'est très intéressant parce que ces deux œuvres ont toute la suite de la musique de Tchaïkovski au sein d'elle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté inspiration russe quand même, mais une structure allemande bien assumée. Et les trois aspects dont j'ai parlé avant sont déjà dans cette musique-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà le côté de le destin qui est très prégnant, qui est lourd, qui vient nous briser nos rêves, mais également nos rêves qui savent se développer, qui peuvent prendre leur envol, qui sont bien vivants.
et une espèce de réflexion personnelle un peu intime sur la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, qui va donner un peu après les ballets. Donc 68, les premières compositions de Tchaïkovski, donc il a quand même déjà 48 ans. En 28 ans. ans. Là, 28 ans. Je me disais, juste qu'on ne va pas. Il ne faut pas exagérer. Donc, les premières compositions. Alors, tout de suite, il se fait assez violemment attaquer par le groupe des 5, notamment César Cui, qui est le plus mauvais des 5 d'ailleurs, qui est très dur, qui a des mots très durs envers les compositions de Tchaïkovski. Et Tchaïkovski dit qu'il est très touché par ça, et donc, je cite, mais je me suis mis à voir noir, ma tête tournait, je suis sorti du café comme un fou, et pendant toute la journée, j'ai marché dans la rue en me demandant ce qui m'arrivait, me disant que j'étais stérile, insignifiant, qui n'allait jamais rien faire, qui n'était pas doué. Donc tout de suite, il est très sensible en fait à la réception du public à ses œuvres. Et ça le touche de voir que les gens qu'il admire en quelque sorte, parce que ce groupe des 5, il n'en fait pas partie, il n'en fera jamais partie, il aura des relations compliquées avec eux, à la fois amicales avec certains, à la fois très, très détestables avec d'autres, mais il ne va jamais, Tchaïkovski est quelqu'un de tout au long de sa vie, il ne va jamais attaquer les autres en fait. C'est quelqu'un qui va toujours subir, sans jamais répondre officiellement, ni critiquer la musique des autres. Il va même plutôt encourager certains d'entre eux. Mais pourtant, il est très touché par les avis négatifs qu'il peut recevoir. Et ça, comment dire, ça dessine un personnage donc qui est dépendant du regard des autres, mais qui a assez de cran pour l'assumer lui-même et de dire bon, tant pis, j'ai du mal, je suis peut-être mauvais, mais plutôt que de répondre et de tomber dans une vaine polémique, il va plutôt se retourner vers lui-même et travailler et dire je vais faire quelque chose de mieux, bon c'était peut-être pas si terrible que ça, je vais prendre ce qu'il y a de mieux et je vais faire encore mieux. Quelqu'un qui va toujours réagir comme ça. Donc il va se marier un peu plus tard avec une dame qui était une de ses étudiantes, puisque entre-temps il a été professeur au conservatoire de Moscou, donc créé par Rubinstein qui était son professeur à lui. Il donne des cours au conservatoire de Moscou, il va se marier avec une de ses étudiantes, et ça va être une catastrophe en fait, puisque ça va durer un peu plus d'1 an, et ça va beaucoup le marquer, puisque à la fin du mariage, enfin après l'échec du mariage, même s'il n'obtiendra jamais le divorce, puisqu'elle n'acceptera jamais vraiment, enfin il y a tous des échanges un peu compliqués, il n'obtient jamais le divorce, et tu vois-t-il qu'il part pendant plusieurs mois s'exiler en Suisse pour prendre l'air et penser à autre chose. Et c'est là où notamment il composera son concerto pour violon, qui est une œuvre assez torturée en fait quand on l'écoute. Elle a un côté très lyrique, très vivant, mais il y a aussi on va dire l'excès de ça, c'est-à-dire qu'on est dans le trop, c'est-à-dire que la vie est magnifique, mais trop ça devient dur en fait, tellement, donc il a besoin d'exprimer ça. C'est qu'il était tellement content de son mariage, mais ça se termine quand même mal, et ça le trouble. Donc ça le trouble d'autant plus, puisque bon, Ariane a vu la mèche, mais Tchaïkovski était donc homosexuel, mais contrairement à ce qu'on peut penser quand on connaît un peu le sujet, il n'a jamais été trop travaillé par ça en fait. C'est quelque chose qu'il a assez rapidement assumé, et il a plutôt cherché à le dissimuler sans que ce soit quelque chose qui lui pèse énormément. Il a toujours dit dans ses lettres qu'il était homosexuel, il ne l'a pas dit ouvertement, mais il avait plutôt besoin de couvrir ça pour être présentable entre guillemets à la société d'époque, mais sans que ça lui pèse énormément. Ça va plus être... Par contre, ça va rejoindre son côté qui est qu'il a besoin de l'approbation du public. C'est-à-dire qu'il ne peut pas assumer lui-même complètement, je suis homosexuel, très bien, on fait avec. Il va plus dire, bon ok, je suis homosexuel, bon ça passe pas, il va falloir faire quelque chose pour masquer un peu tout ça, pour être bien reçu. Et du coup, il va donc essayer ce mariage qui ne va pas marcher. Après, il va laisser tomber l'affaire, il va dire que de toute façon c'est la seule femme dont il n'a jamais été amoureux et que c'était pas la peine d'insister. Et que de toute façon, il vivait très bien son homosexualité. La Music Lovers, tu l'as vu finalement? Non, finalement, je ne l'ai pas vu. Non. Vous l'avez vu ce film de Ken Russell? Donc oui, il y a un film sur la vie de Tchaïkovski de Ken Russell. Mais à l'époque, c'était quand même très prohibé, non? Oui, bah c'est pour ça qu'il ne l'affiche pas de toute façon. Hein. Oui, mais enfin, il y en avait quand même, il y avait pas mal d'hommes célèbres, enfin,
Et aussi le roi de Prusse, enfin, pas qu'il était homosexuel, c'était... Oui, d'accord. Donc, comme de tout temps, il y a toujours eu... Non, mais il n'y avait pas la gay pride, ça. En Russie, c'est très mal vu. Hein. De toute façon, Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse affirmer qu'il l'ait pas mal vécu, ça. C'est lui qui le dit, attends, on peut oui. citer, hein, c'est assez facile. Oui, Hein. mais... Bon, tu vas me dire, il truc C'est pas sévère, parce qu'il etc. Ouais, c'est pas pas parce parce qu'il qu'il dit, dit tout va bien, je suis content de l'être et tout ci et tout ça, que ce soit... Ah bon. C'était quand même très prohibé. Hein. Ah ouais. Oui, oui, mais c'était pas quelque chose qu'on... Il ne se cachait pas tous les jours en disant, mince, je suis homosexuel, qu'est-ce que je vais faire? C'était plus, bon, je suis homosexuel, c'est pas la peine de me crier sur les toits, mais il n'a pas... parce que... Il y a une histoire, enfin une théorie, qui explique sa musique en disant, oui, c'est parce qu'il est homosexuel qu'il fait une musique très, très, très sentimentale, très vivante, très, très révoltée aussi. Dans tout ce qu'il dit sur le sujet, et apparemment dans son comportement, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui évite la foule, qui évite le contact, même s'il n'a pas eu, du moins dans la première moitié de sa vie, une activité sociale énorme. C'est pas quelqu'un qui se sent, enfin, dans ce qu'on peut constater, et après, bon, toujours, est-ce que c'est refoulé, enfin, bref. Mais c'est pas quelqu'un qui était travaillé ou torturé par ça. Il a plus été torturé par l'échec de son mariage que par le fait d'être homosexuel. Dans ce qu'il raconte. Donc pendant ce temps-là, il continue de composer, mais je ne parle pas des compositions, puisqu'on en parlera après, là je parle uniquement de sa vie. Donc après cet échec du mariage, donc en 78, il part un peu, il va faire plus ou moins le tour du monde, du monde européen. Donc il va passer en Allemagne, en France, en Italie, il retournera assez régulièrement en vacances après. Pendant tout ce temps-là, il continue de composer de la musique. Quand je dis composer, ça ne veut pas dire qu'il sortait une symphonie tous les 2 jours, ça veut dire qu'il composait et qu'il avait un rythme de production de musique qui était de 3-4 œuvres par an. Œuvres, pas petites pièces pour piano de 2 minutes, mais des œuvres conséquentes, 3-4 par an, enfin 2-3 par an. Et également, pendant toute une période presque jusqu'à sa mort, il va correspondre avec une dame qui s'appelle Natasha von Meck, donc qui va être sa patronne en fait, sa patronne au sens financier. C'est-à-dire que c'est une dame qui aime sa musique, qui lui donne de l'argent, et pour qu'il puisse vivre en fait tout simplement, et qu'il puisse composer, c'est le mécène comme à l'époque du XVIIIe siècle en France, où ça existait ailleurs. C'est une époque que je connais moins bien, Ariane, tu peux confirmer? Le mécénat, mais c'est plus ancien que ça. Mais enfin, c'est plus ancien que ça. Ouais. La Renaissance. Ouais. D'accord. François Ier, voilà. Oui, François Ier. Donc, je vois-t-il que Tchaïkovski rencontre en cette dame-là une mécène assez puissante, puisqu'elle lui octroiera pendant quasiment jusqu'à sa mort plus d'un tiers de son revenu annuel. Et pendant toute cette période, ils vont échanger plus de 1000 lettres, ce qui fait quand même un échange de lettres tous les 3 jours. Donc une correspondance très forte, et chose importante, ils ne se sont jamais rencontrés. Et ces lettres-là sont un vrai trésor pour comprendre la vie de Tchaïkovski. C'est là où notamment il parle de son homosexualité, il parle de sa relation avec le public, il parle de ses compositions, il parle des compositions des autres musiciens. Donc je vais parler du groupe des 5, on parlera d'un autre cercle qui succède au groupe des 5 à partir des années 80, qui s'appelle le cercle de Belaïev. Donc Belaïev, pareil, est un mécène qui, lui, aime beaucoup la musique russe, et considère que le groupe des 5, c'était pas une mauvaise idée, mais que les gens qui l'ont fait n'étaient pas si malins que ça, et donc il faut donner un peu de structure à tout ça, dans l'organisation, dans la façon de faire la musique et de la diffuser. Et il crée donc ce cercle de compositeurs qui va comprendre notamment Rimsky-Korsakov, Glazunov et Liadov. Alors Liadov et Glazunov, ils sont des compositeurs de la 3e génération, c'est-à-dire que ça aurait pu être les enfants de Tchaïkovski ou de Rimsky-Korsakov. Korsakov, lui, est du même âge à peu près que Tchaïkovski, donc 4 ans d'écart. Il faut savoir que Rimsky-Korsakov est le 2e génie de la 2e moitié du 19e siècle en Russie. En termes de production musicale et de qualité, entre Tchaïkovski et Korsakov, il n'y a aucune comparaison possible avec tout ce qui a été produit en Russie à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on ne connaît quasiment pas Korsakov ailleurs que chez lui, puisque lui n'a pas eu cette démarche qu'a eu Tchaïkovski lors des 15 dernières années de sa vie, d'aller exporter sa musique. Donc Tchaïkovski a beaucoup rencontré d'étrangers, a fait jouer sa musique à l'étranger et a allé diriger sa musique à l'étranger.
a composé des musiques avec des bases, comme je l'ai dit tout à l'heure, germaniques, donc plus faciles à recevoir pour un public européen. Alors que Korsakov, lui, est un héritier donc, du groupe des 5, du cercle de Belaïev, qui prône une musique russe, essentiellement russe. Mais, et donc Korsakov va être extrêmement connu en Russie. Tout le monde connaît Korsakov en Russie. Mais la musique qu'il a composée, hormis chez Razal, le Capriccio espagnol ou la Grande Pâque russe, donc le Capriccio espagnol dont on parlera à la conférence en janvier d'ailleurs, qui se sont bien exportés, le reste pas trop, puisque ce sont essentiellement des opéras, et des opéras très, dans leur histoire, très classique, on va dire. C'est toujours une histoire à la cour avec le tsar et puis les filles, plus ou moins. Donc la musique est magnifique, mais c'est pas facile à exporter, parce que c'est une musique typiquement russe, donc pas très facile à exporter de ce point de vue-là, et avec une intrigue sociale qui est très différente qui est différente de ce qu'on connaît ailleurs. Néanmoins, Korsakov et Tchaïkovski ont toujours eu une estime très, très importante l'un pour l'autre, et Tchaïkovski a même admis être jaloux de Korsakov plusieurs fois. Bon, je ne retrouve plus la citation évidemment, si je vais la retrouver peut-être. Mais toujours est-il que donc, Tchaïkovski a beaucoup aidé Korsakov, et Korsakov a beaucoup aidé Tchaïkovski dans ses compositions. Ils ont eu des échanges assez amicaux et voire fraternels, et ils se sont mutuellement entraidés. Et donc Tchaïkovski explique que, c'est dans son journal, il dit que, après avoir écouté le Capriccio espagnol de Korsakov, il dit c'est un chef-d'œuvre colossal d'instrumentation, et je le reconnais en lui le plus grand maître des temps présents. Et en parlant d'une autre œuvre de Korsakov, il dit, alors, je traduis en anglais en fait en même temps. Donc après avoir entendu la jeune fille des neiges de Korsakov, je suis émerveilleux de sa maîtrise, et je suis, entre parenthèses, bien obligé d'admettre que je suis envieux de cette réussite. Donc tout ça pour montrer que Tchaïkovski, si c'est le grand compositeur qu'on connaît, il a également, même à la fin de sa vie, encore douté de lui-même. Malgré une réception par le public très très positive, il était médaillé par le tsar en 85. C'était lui presque l'ambassadeur de la musique russe à l'étranger. C'est lui qui allait diriger aux États-Unis. Et alors que Korsakov, lui, était plus apprécié en Russie même, mais un peu moins, enfin beaucoup moins à l'étranger, puisqu'il n'a pas fait cette démarche-là d'exportation de la musique. Voilà, donc Tchaïkovski compose sa dernière œuvre en 1893, qui est sa 6e symphonie, qui est une symphonie particulièrement étrange, puisque le dernier mouvement est un mouvement lent, et c'est assez rare. Donc la forme habituelle des symphonies, c'est un premier mouvement rapide, un deuxième soit lent, soit dansant, le troisième dansant ou lent suivant le deuxième, et un dernier plutôt rapide et plutôt brillant. Typiquement la 5e de Beethoven, ou voilà, le canon de la symphonie romantique, c'est ça. Tchaïkovski finit sur une marche, un mouvement, un développement sombre, lugubre, suicidaire quasiment, et il meurt 19 jours après la création de cette symphonie dirigée par lui-même. Première réception assez difficile, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce que c'est vraiment une des partitions les plus chargées en termes de pensée négative, on va dire, de Tchaïkovski. Sa 5e symphonie est déjà très lourde, mais elle garde une dynamique et une lumière possible en fait. Dans la 6e, c'est fini en fait. La 6e, c'est pas la mort, c'est pire que la mort, c'est le tragique, le plus sombre. Donc il meurt 19 jours après cette création, et la symphonie va connaître son succès après la mort de Tchaïkovski, puisque les gens ont plus ou moins considéré que c'était son testament, et que des hypothèses sont émises comme quoi il s'est peut-être suicidé, puisqu'il est mort quand même qu'à 53 ans. Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors, il y a deux théories. Donc, la théorie du suicide, voilà. Et l'autre théorie, c'est qu'il serait mort du choléra comme sa mère. Ah, c'est possible. J'avoue que j'ai pas trouvé d'éléments. C'est ça, et les deux théories s'opposent. Et il y a une théorie qui veut qu'il soit mort parce qu'il avait justement une histoire de cœur qui aurait mal tourné. Ça, c'est pas vrai.
Voilà, et ça, Il y a ça a aucune été trace. battu en vrai. Justement dans la correspondance. Dans les correspondances, Ça, on se rend aujourd'hui, compte évacué. évacué. D'ailleurs, la thèse du suicide est très peu soutenue aujourd'hui en fait. Hein. C'était le truc facile à faire quand on regarde la 6e symphonie et qu'on dit bon, clairement là il s'est suicidé quoi. Après avoir composé ça, on est obligé de se suicider presque. Tellement on a une vision noire de la réalité. Pourquoi Tchaïkovski a composé une symphonie aussi sombre à la fin de sa vie? C'est pas évident, puisqu'il est au sommet de sa gloire, il est connu, reconnu, admiré partout. Les compositions d'avant, donc là je pense qu'on va pouvoir passer à d'autres images que voici, qui sont les compositions de Tchaïkovski. J'essaie de mettre ça en plus grand, ça va venir. Voilà. Oula, comment ça marche ça? T'as des filles. Ah oui, non, ça fait tous les films. Bon, on va faire ça. Vous arrivez à lire quand même, ça va? Ouais. Sinon, à mon avis, clic droit, plein écran, ça marche aussi. C'était sur quel logiciel Ben, je sais pas, c'est un peu bizarre. On va le voir avec le normal. Décidément, la technique où je vais tout. Voilà, et là, si on fait. Et si tu vas en haut à côté de la petite croix, tu peux mettre le plein écran, non? Voilà, comme ça. Voilà. Par contre, ça fait un truc bizarre avec le fond. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai un truc qui me plaît pas. Bon, c'est pas forcément le plus grave. Donc voilà, donc ça, ce sont toutes les compositions de Tchaïkovski, hormis, donc, comme je disais, les pièces pour piano. Donc ce sont donc celles qu'on a vues avant, hormis les opéras, puisque j'ai pas considéré les opéras. Parce que bon, pour pas charger la figure, et puisque c'est un genre particulier dans lequel Tchaïkovski est resté assez policé. En fait. Il a pris beaucoup moins de liberté dans ça que dans les autres. Où est donc le lac des Cygnes? Il est pas là. Oh, c'est pas possible. Mais il est là, en 78. Hein. C'est le CD, le Galamité. Pourquoi il n'est pas? C'est incroyable. Oui, c'est parce qu'il y a le bois dormant et Casse-Noisette juste. Mais justement, c'est intéressant de voir, parce qu'en fait, le lac des Cygnes, il l'a composé bien avant les autres. C'est. Bon, je vais vérifier la date pour pas dire de bêtises, même si je ne connais pas évidemment. Pardon. C'est après, c'est 80 ou quelque chose comme ça. Ah oui, zut, non. C'est le truc qui m'a pris une demi-heure là-haut, hein, parce que ça ne marchait pas. Et en plus, il manque le lac des Cygnes. Donc c'est bien avant. Donc toujours est-il que le lac des Cygnes voilà, est particulier et il l'a composé avant. Il a composé, c'est plutôt dans les années 80, on va dire, au début des années 80. Donc j'ai mis en couleur en fait les trois styles dont on a déjà parlé, avec en rouge ce qui est un peu indéterminé en fait. Bon, il faut savoir que bien sûr toutes ces œuvres-là sont sur plusieurs styles en même temps. Il n'y a pas une seule direction. Mais les directions dominantes sont celles que j'ai indiquées dans les couleurs. Donc en vert, c'est tout ce qui est le côté lyrique, très vivant, très enflammé. En mauve, un rose, là, c'est tous les ballets, donc le côté un peu dansant ou les suites également. C'est une chose un peu intime, pas de grandes idées, en tout cas en théorie, mais une philosophie plus modeste, mais pas moins profonde. C'est ce qu'il y a de plus constant chez lui ici. C'est ce qu'il y a de plus constant chez lui avec ce que j'ai mis en bleu clair, qui est le destin en fait. On va l'appeler comme ça. Le destin, je vois pas trop d'autres mots, le côté un peu tragique, le romantisme déçu, des images très sombres à chaque fois. Donc c'est bon, dérivé souvent de thèmes d'un peu de Shakespeare ou de Beethoven, des choses assez chargées d'un point de vue. Et qu'est-ce Et le rouge, tu dis que c'est quoi? Le rouge, c'est ce qui est un peu indéterminé, puisque c'est moins facile. Par exemple, je vous ferai écouter à la fin de la séance la marche slave qui est ici. Mais il veut vraiment venir pour ça. La marche slave qui est ici, qui est une œuvre qui contient un peu tout en même temps. En fait, c'est assez impressionnant. Elle dure 10 minutes, on finira la conférence là-dessus. Et pour voir qu'il y a tout dans cette œuvre-là. Enfin, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Une autre œuvre très connue de Tchaïkovski, c'est l'ouverture 1812, donc qui a été composée pour les 72 ans de la victoire des Russes sur Napoléon en 1812, donc en 1880. 80. Ça fait pas 62 ans. 68, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'ils ont commencé, puis après ils ont été en retard. Et donc ça, c'est une œuvre
dont Tchaïkovski lui-même dit qu'elle est complètement ratée, c'est nul, c'est purement du grand spectacle, c'est pas intéressant. Il faut dire sur la partition, elle a comme indiqué qu'il y avait des coups de canon à certains moments. C'est vraiment la totale. C'est dans l'œuvre, il y a des extraits de ce qui sera l'hymne national russe, il y a des chants de paysans, il y a la Marseillaise, il y a... Est-ce que c'est pas une réponse à la troisième de Beethoven, justement, à l'héroïque de Beethoven? Ah, je ne vais pas jusque-là. Ouais, Mais... Il avait été très marqué par la troisième de Beethoven, justement. Ah bon? Ouais. Et en quoi ce serait une réponse? Parce que la troisième de Beethoven est toute une œuvre à la gloire en fait de Napoléon. De Napoléon, Enfin, surtout le premier mouvement. Et elle a justement un mouvement extrêmement rapide, des canons tonnants, etc. Donc justement des musiques d'hymnes, etc. Et donc une réponse en fin de compte où... Donc l'ouverture 1812 peut être une réponse, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il faut savoir que Beethoven, donc il a composé sa troisième symphonie, je crois, en 1803 ou 4. Et il l'a dédié en 65. Donc il l'avait dédié à Napoléon Bonaparte, à Bonaparte en fait, voilà. Et il a viré la dédicace après, il a failli détruire la partition, et en fait c'était... Mais encore une fois, c'est intéressant, on pourrait en parler aussi longtemps, parce que il se trouve que la troisième symphonie de Beethoven est sa première œuvre qui n'est plus vraiment classique en fait. Et l'intrication avec les événements politiques est assez frappante. Ici, je ne sais pas, moi je pense que ce que Tchaïkovski a retenu de Beethoven, c'est plus la cinquième en fait. C'est-à-dire ce côté qui revient, que j'ai mis en bleu là, qui est sur le thème du destin en fait. C'est-à-dire ce qui surplombe toutes les existences humaines et contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. Qui aboutit dans cette sixième symphonie dont j'ai déjà parlé, qui est assez dure. Assez sombre en fait, très noir. Sur l'axe là, vous avez plus ou moins les périodes de sa vie, donc là c'est sa jeunesse. Là, c'est quand il s'installe, en fait il commence à composer vraiment. Là c'est son mariage, je termine assez rapidement. Là c'est quand il fait ses voyages à droite à gauche en Europe. Et toute cette dernière partie, c'est quand il revient en Russie, donc il s'installe à Moscou, mais il voyage beaucoup à Saint-Pétersbourg et ailleurs en Europe après pour donner ses concerts. Donc là c'est la partie, on va dire, de vie un peu plus mondaine à la fin. C'est un symbole que Korsakov relève à chaque fois, c'est incroyable. J'arrive pas à mettre le truc en pause, je ne sais pas pourquoi. C'est 75-76 Lac des Cygnes. Ok. Donc c'est même avant en fait, je vois pourquoi je l'ai pas mis. Donc le contemporain de la troisième symphonie. Troisième symphonie, alors on peut parler également des surnoms des trois premières symphonies. La première symphonie s'appelle Rêve d'hiver. La deuxième Petite Russie. Et la troisième Polonaise. Et c'est intéressant parce que autant les deux premières ont à la fois un côté justement russe, très paysan russe, la campagne russe, etc. Autant la troisième symphonie est plus dans le côté dansant. Ouais, je l'ai mis en mauve puisqu'elle est dans elle a un peu évacué un peu la lourdeur de certains thèmes pour se consacrer à des choses plus vivantes, sans être dans le lyrisme ni dans le destin. Voilà un peu un panorama. On voit qu'à la fin de sa vie, il y a une espèce d'équilibre entre les œuvres qui sont marquées par le côté assez sombre, assez pessimiste, j'ai envie de dire, et le côté un peu ballet ou suite qui sont qui sont le contre-pied en fait de ça. C'est-à-dire que oui, la vie c'est difficile, le destin, on va tous mourir, etc. Mais il y a quand même des choses à tirer de la vie. Et en dehors de la naïveté éventuelle des œuvres en vers qui sont très lyriques, excessives presque, on pourrait dire, d'un point de vue sentimental. Très tendre. Donc l'œuvre, bon, comme je l'ai sous les yeux, j'en peux pour le dire, la troisième suite est celle qui lui apporte son premier grand succès en fait. C'est à partir de là où il va avoir une médaille par le tsar l'année prochaine, il va acquérir un titre de noblesse qu'il pourra hériter, enfin dont ses enfants hériteront. Donc c'est vraiment là où il s'installe comme compositeur majeur en fait. La troisième suite. Voilà. Je peux pas sortir de ça parce qu'il y a un bruit électronique qui est curieux. Je sais pas d'où c'est. C'est le blanc ou je sais pas quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche. Non, là ça y est plus là. Oui, c'est ça. Alors, un dernier petit mot sur, avant d'écouter un peu autre chose, un dernier petit mot sur les influences
de Tchaïkovski. D'abord, qui a influencé Tchaïkovski et qui a-t-il influencé? Donc comme j'ai déjà dit, il y a un binôme en fait entre Rimsky-Korsakov et Tchaïkovski qui permet à Tchaïkovski de ne pas entrer trop dans les formes structurées de la musique germanique et qui permet à Korsakov d'apporter un peu de structure justement européenne à sa musique. Mais en delà de ça, enfin avant ça, il y a bien sûr Glinka, toujours, hein, qui est la référence pour tous ces deux compositeurs et pour toute la génération. Glinka et surtout aussi Berlioz et Wagner. Donc Berlioz qui est né en 1803, Wagner en 1813, dont Tchaïkovski et également Korsakov ont été du côté à la fois musique à programme, c'est-à-dire une musique qui raconte une histoire. On n'est plus dans la musique pure, dans la musique pour avoir un fond sonore ou pour avoir la musique pour elle-même. On passe dans une musique qui va nous raconter quelque chose, qui va parler de soi ou d'une réalité ou d'un sentiment ou d'une réalité quelconque. L'évolution de l'orchestre également qu'ont apporté Berlioz puis Wagner est très significative et utilisée par à la fois Tchaïkovski et Korsakov. C'est-à-dire le grand orchestre, mais avec des équilibres, des harmonies qui sont très expressives, des couleurs orchestrales particulièrement vives. Et sur ce point-ci, pour les couleurs, le maître absolu, c'est Korsakov, qui lui a un orchestre, il a souvent été appelé le magicien de l'orchestre. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire mieux que Berlioz, tellement c'était impressionnant. Et également le sens du spectacle de ces deux, donc de Berlioz et Wagner. Tchaïkovski a hérité du sens du spectacle, c'est-à-dire savoir faire monter la tension avant un événement dans la musique, savoir retenir son souffle, également savoir prolonger des phases très, très douces ou très chantantes, très, très délicates, mais sans qu'elles deviennent niaises ou oublieuses, enfin, un peu vaines. Il a également hérité, notamment pour ses œuvres concertantes, des virtuoses du début du siècle, que sont Liszt, Chopin ou Paganini, également Lalo ou Saint-Saëns, qui ont également utilisé ce côté-là. Donc quand je dis virtuose, c'est pour les solistes et également pour l'orchestre. C'est-à-dire que ces gens-là ont composé pour, on va dire, enfin, en voyant l'orchestre comme un ensemble de solistes, et pas forcément comme un ensemble. Donc ça donne une musique qui n'a pas la grandeur de Berlioz ou Wagner, mais qui a un pathétisme ou un côté léger, des images. C'est le début de l'impressionnisme en fait, ce côté-là. Saint-Saëns est le premier des pré-impressionnistes. Quelqu'un qui crée avec une orchestration assez simple, des images très, très délicates, très, très vivantes. D'un point de vue de donc il y a également Beethoven, hein, on en a déjà parlé, Beethoven et Schumann hein, qui ont influencé Tchaïkovski. Par le côté à la fois donc la structure, hein, comme j'ai déjà dit, la structure de la symphonie, les 4 mouvements, la progression harmonique, la forme sonate, etc. Donc Tchaïkovski a tiré des intérêts, tout en les dépassant également. Mais aussi et surtout le côté donc, que Beethoven a amené sur la scène musicale avec sa 5e symphonie, cette espèce cette idée du destin en fait. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, ce côté, on en a déjà parlé, mais à la fois cette révolte contre ça, mais cette omniprésence du destin qui est dans la 5e symphonie par le thème très connu du pop, etc. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Tchaïkovski et beaucoup d'autres compositeurs également de toute façon. J'en ai déjà parlé également, mais beaucoup d'œuvres de Tchaïkovski s'inspirent des œuvres de Shakespeare ou de Dante. Par exemple, le premier extrait que je vous ai fait écouter, c'est la symphonie dite Manfred, qui est, c'est ni l'un ni l'autre en fait, puisque Manfred c'est Byron, si je ne me trompe pas. Mais pareil, ce sont des figures qui avaient cet attrait pour le grandiose, mais le grandiose un peu diabolique, un peu le roi des enfers ou des choses comme ça. Voilà, donc voilà pour les influences qu'a subies mais qu'a dépassé Tchaïkovski. Et les héritiers de Tchaïkovski, il y en a plusieurs, sachant qu'on ne peut pas vraiment parler d'héritiers de Tchaïkovski, puisque avec le binôme de Korsakov, ce sont eux qui ont façonné toute la musique russe du XXe siècle. En fait. Tous les gens comme Stravinsky, Prokofiev, Kabalevsky, Rachmaninov, tous les grands noms de la musique russe d'après, ont pris des deux en fait. Ils ont tous été élèves de Korsakov, mais ils ont également pris chez Tchaïkovski cette densité
des sentiments dans la musique. Korsakov est quelqu'un qui fait une musique très belle, très puissante, très lyrique, très pathétique également, mais dont l'intensité dramatique ou sentimentale n'est pas du tout comme celle de Tchaïkovski. Tchaïkovski est quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre, c'est-à-dire que les choses sont prises sur le vif, sur le feu, c'est encore brûlant. Korsakov est plus dans le côté un peu noble, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu en retrait par rapport aux problèmes ou aux questions qu'on a, on les sublime dans une musique très délicate, très colorée, très vivante également. Donc, comme je parle beaucoup de Korsakov, je vais vous faire écouter un petit extrait du Capriccio espagnol, pour que vous puissiez mesurer un petit peu la différence avec ce qu'on a entendu de Tchaïkovski. Vous allez voir que c'est radicalement différent, je trouve, bien que ce soit un russe contemporain. Et vous comprenez pourquoi est-ce que les compositeurs suivants tirent de ces deux grands maîtres. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Et le son. Si, le son est tiré. Je viens de voir ça. C'est avec le son. Quelle fourbe. C'est normal. Alors accrochez. C'est juste l'ouverture du Capriccio espagnol. Et je ne sais pas, est-ce que vous voyez une différence, est-ce que ça vous semble évident ou pas qu'il y a une différence avec ce qu'on a entendu avant? Oui. Oui, quand même. C'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation des solistes... C'est plus enlevé quand même. C'est plus enlevé, voilà. Bon là, il faut dire que c'est un Capriccio, donc la forme est différente. Mais moi, ce qui m'a frappé là, en le réécoutant, c'est l'utilisation des solistes. On voit que là, il n'hésite pas à mettre des solistes en avant alors que c'est une musique symphonique. Également, les couches musicales sont plus complexes, on va dire. Dans Tchaïkovski, on avait plus l'impression que tout le monde joue un peu en même temps, la même chose, mais à différents niveaux. Alors que là, tout le monde joue quelque chose de différent pour créer quelque chose d'autre. Il y a souvent les pizzicati ou les flûtes qui sont derrière, en troisième niveau, alors qu'il y a le thème principal qui est joué par les violons, par exemple. C'est typiquement de Korsakov. Un autre petit extrait, rigolo, parce qu'il est connu et sympathique. Donc il a inspiré énormément de musique. Qui n'est pas du tout sa meilleure pièce d'ailleurs. Tchaïkovski n'aurait jamais pu composer ça. C'est pas du tout ce qu'il aurait pu. C'est pas ça qu'il a fait. C'est dans un film, ça, non? C'est dans plein de films. C'est dans le film du Bill, ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a la couleur derrière les couches musicales. Le dernier enchaînement entre la clarinette et la flûte, Tchaïkovski n'est pas intéressé par ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une musique qui n'est
qui n'est dans aucun des trois thèmes que j'ai donnés avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas ni habité par le sentiment du destin ou de la négativité, ni dans un lyrisme exagéré, ni dans quelque chose d'un peu réflexif. Voilà. C'est une musique vivante, qui raconte quelque chose, mais qui ne pose pas les mêmes questions que Tchaïkovski. Tchaïkovski est quelqu'un qui voulait poser des questions, des problèmes. Est-ce que justement Tchaïkovski n'est pas plus torturé? Indubitablement, voilà. C'est clair, c'est clair. C'est aussi ça qui fait son succès. On va bientôt écouter un peu... Tu dis que c'est pas la meilleure. Enfin, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure dans le sens où, par rapport à ce qu'il a fait, même entre les deux pièces, entre les deux extraits qu'on vient d'écouter, il y en a un dont l'orchestration est moins brillante. C'est celle du Vol du Bourg, donc la deuxième qu'on a écoutée. Oui. C'est aussi un avis. Hein. C'est dans cette pièce-là, qui est quand même très bien, Korsakov n'utilise pas tout ce qu'il a utilisé par ailleurs dans d'autres extraits. Il aurait pu faire quelque chose de plus brillant, plus solide, plus complexe, plus profond. Là, ça reste quelque chose d'un petit peu léger quand même. Bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien, attention, hein, c'est deux aspects. Peut-être ce qu'il avait voulu. Peut-être, mais oui. Ce qu'il a ressenti à ce moment-là, effectivement. La campagne. J'ai envie de vous faire écouter le début de la 4e symphonie de Tchaïkovski, donc qu'il a composé lui en 78, donc juste après l'échec de son mariage, enfin pendant son mariage et après l'échec de son mariage, qui est juste l'ouverture. J'ai pas fait d'extrait, j'ai juste mis l'ouverture pour voir un peu, encore une fois, ce côté sombre. C'est surtout dans cette symphonie le premier mouvement qui a cette thématique très, enfin je trouve vraiment très pesante mais très envahissante. Les autres mouvements sont beaucoup plus faciles en fait, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus gentil. Mais ce premier mouvement est vraiment ce qu'il va développer dans sa 5e et sa 6e symphonie autour d'un thème du destin. Pareil, il avait composé je vérifie sur l'image parce que je n'ai pas noté le truc à côté. Je vais permettre de remontrer cette chose-là. La 6e, le surnom, c'est la pathétique. Oui, c'est pathétique, mais c'est pas lui qui l'a donné. Non, c'est pas lui qui l'avait donné le premier. Hein, voilà. Oui, voilà, c'est pas lui qui l'a donné. La 6e, c'est pathétique. Là, je ne l'ai pas dit dans les surnoms, puisque c'est pas lui qui l'a donné. Vous allez voir une correspondance très forte avec le poème symphonique qui s'appelle Fatum, le destin, justement le destin, qu'il a composé donc bien avant 68. Hein, c'est une de ses premières œuvres. Il faut voir que c'est assez proche dans l'ouverture. C'est plus grossier. Ouais, c'est pour ça que j'arrête là. On n'écoutera plus de Tchaïkovski trop sombre. Mais voilà, donc ça c'était quand même. On ne fera pas de conférence sur Shostakovich. 10 ans avant. C'est dommage parce que j'allais en parler de Shostakovich, parce que j'étais dans les successeurs de Tchaïkovski. Alors juste rapidement, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, c'est M. Kabalevski, qui a composé plusieurs symphonies, concertos, suites de ballets. Et vous allez voir, alors ça date de 1930 ou quelque chose comme ça. Vous allez voir une proximité assez intéressante avec Tchaïkovski. Et ceux qui ont vu L'Âge de glace reconnaîtront le passage.
Ça, les yeux fermés, on se dit c'est Tchaïkovski qui a composé ça. C'est totalement la même idée en fait. Oh, c'est plus léger quand même que Tchaïkovski. Peut-être. Ça rappelle aussi un petit peu Rimsky-Korsakov. Oui. Voilà. Ouais. Même si je trouve que celui-ci est plus proche de Oui. Tchaïkovski, même si dans la délicatesse, dans la finesse, c'est plus Korsakov. C'est classique. J'avais un Shostakovich qui dure 4 minutes, qui dure 5 minutes. Juste pour Tu mets un tout petit peu moins fort. Oui, voilà. juste pour donner. Ça dure 5 minutes. C'est le final de son premier concerto pour violon, qui date de 1917, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, ouais. 7 ou 20. Vous allez voir que c'est différent.
On s'étonne pas qu'il a appelé ça burlesque pour la fin. Mais c'est incroyable parce que ça ressemble, je trouve, au ballet des petites suivantes de Roméo et Juliette de Prokofiev. Ah oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est le morceau joue. En plus, c'est assez, ça c'est très très représentatif d'une dimension de Shostakovich qui est le burlesque justement. C'est le côté lyrique de Tchaïkovski mais à l'extrême quoi. L'orchestration est très très violente, le violon est très torturé. Les thèmes sont rapides, sont fracassants. Il y a une espèce d'urgence. Il y a une urgence. Dans le ballet, effectivement, des petits trucs. Mais ça rappelle aussi l'emprunt au groupe des 5 qui est quand même très net aussi. Ouais, effectivement, il y a on retrouve du Moussorgsky. Oui, voilà. Et dans l'orchestration, Rimsky-Korsakov aussi. Beaucoup moins. Ouais, Korsakov n'aurait jamais fait ça. Il aurait mis une bâche. Jamais, mais quand même, je trouve qu'il y a une préciosité. C'est précieux. Hein. Ah oui, tu trouves? Enfin, je dis non, moi. Moi, je trouve que... J'ai jamais trouvé, non. Ça, pour moi, c'est plutôt justement très... pas vulgaire, mais déconstruit. C'est dans le côté... on met tout ce qu'on a, il faut que ça saute de partout. C'est avec la bouse de partout. Non, moi, je trouve que c'est très construit, au contraire, justement. Mais ça veut pas dire que c'est pas construit. Mais c'est dans les faits, à la fin, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Il y a d'autres avis. Bon, les gens sont endormis. Il y a une virtuosité grande. Ah oui, très grande virtuosité. Très grande virtuosité, oui. Mais excessive, Korsakov, jamais. Alors que Tchaïkovski, lui, dans son concerto pour violon, il y a des passages où le violon est utilisé comme ça. C'est-à-dire hérité de Paganini. Oui, du Pizzicati ou des choses très torturées, très difficiles également à jouer. Bon, ça devient plus vite. Alors, puisqu'on a parlé de Prokofiev, je ne sais pas si vous avez envie, pour le plaisir, d'écouter un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev. Surtout que c'est un des passages les plus connus. On ne l'écoutera pas en entier, on va écouter que 4 minutes à peu près sur tout. C'est très réduit en effet, ça ressemble. Les petites vieilles, oui, Trop fort, non, là pas trop fort. On sait ce qui se passe. Il y a deux parties. Oh mince. Oh non. Non, tu peux pas faire ça. Ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Appuyer sur stop. Ah, l'erreur. Quelle erreur. Je suis vraiment désolé. Pas nous encore plus. Oui. Je touche plus rien. Et voilà. Je suis incontrôlable.
souvent dans des pubs, dans des films, dans plein de... C'est une des plus connues de Prokofiev. Encore une fois, j'ai pris les choses les plus connues, comme ça les gens ont déjà entendu un petit peu éventuellement ailleurs. Personnellement, je trouve que Prokofiev est beaucoup plus prodigieux que Shostakovich. Son travail sur l'orchestre est beaucoup plus réussi. Shostakovich est quand même beaucoup plus vulgaire et grossier. Oh, ça c'est un peu dur quand même, mais est-ce que sur Shostakovich, il a pas... J'ai dit que j'ai prévenu, c'est des bons. Oui, mais bon, il y a une différence aussi, c'est que... c'est pas la même volonté. Voilà, et puis bon, bah... Même si ils ont tous les deux fait les musiques de films, ils ont des productions très comparables entre les symphonies. Shostakovich, il est quand même très marqué par le stalinisme. Voilà, c'est quand même... il vit dans des... à une époque épouvantable. Prokofiev est revenu aussi, hein. Il participe, il est revenu. Il est revenu. Oui, mais je pense pas qu'il ait été aussi... Il a peut-être eu moins de problèmes. Oui, il a eu moins de soucis avec Staline quand même. Il a pas fait la même. Lourd et surtout, ça ne s'arrête jamais. Prokofiev, c'est une machine extraordinaire. Surtout la troisième ou la cinquième, c'est extraordinaire. Prokofiev compose sa musique avec une idée qui est la ligne de force en fait. C'est une musique qui est toujours en tension ou en compression en fait. Et c'était bien reçu ça à l'époque? Ouais, ça a été très bien reçu. C'est de la musique soviétique, celle-là ils étaient très fans. Après les deux, Prokofiev et Shostakovich, se sont pris des petites réprimandes de la part du régime parce que des fois c'était un petit peu... Shostakovich plus, mais il a fait plus n'importe quoi aussi, c'est normal. Mais est-ce qu'il n'était pas aussi plus jeune? Donc est-ce qu'il n'a pas... Il était beaucoup plus jeune. Prokofiev était vraiment un étudiant de Korsakov aussi. Voilà, Shostakovich n'a pas étudié non, avec parce que Korsakov meurt en 1908 et Shostakovich a dû naître en 1898 ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il a connu pour inspirer le stalinisme. Comment Prokofiev est né en 70, donc c'est pas du tout la même chose. Hein, il y a effectivement une quinzaine d'années d'écart entre les deux et la formation n'est pas la même. La formation n'est pas la même, c'est clair. Ils ne sont pas nés à la même époque, ils ne sont pas du même milieu non plus, je crois. Bon, faudrait que je ne voudrais pas trop me lancer dans le sujet parce que je ne maîtrise pas beaucoup. Ouais, ils n'ont pas connu les mêmes époques historiques. C'est-à-dire qu'ils ont surtout Shostakovich, oui, c'est l'époque stalinisme, tout lui, est vendu directement dans la révolution russe. Oui. Il a connu que ça. Mais il faut savoir que Prokofiev a quand même composé beaucoup de musique également. Dans la même veine que Shostakovich, c'est-à-dire très militaire, machinisme, dissonant. Oui, mais au début, c'était pas ça. Quand il a commencé, c'était encore l'époque tsariste. Quand il a commencé, c'était encore l'époque tsariste, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Prokofiev qui est le premier. À la fois pour le tsar et pour Staline, c'est quand même pas mal non plus. Il était vraiment très fort, Prokofiev. C'est vraiment très impressionnant. Un peu comme Kandinsky. Donc moi j'arrive à la fin de ma conférence, hein. Comme j'avais dit, je vous ferai écouter la marche slave de Tchaïkovski qui dure 9-10 minutes et qui contient beaucoup des différentes choses qu'on a vues dans un seul morceau, je trouve très réussi en fait, il arrive bien à exprimer ce qu'il veut exprimer je pense, et alors celle-là elle date, la marche slave, de 76. Donc pourtant, pas dans la grande période, c'est la période où il compose relativement beaucoup, avec des styles différents, c'est la période du milieu du tableau, enfin du schéma qu'on avait vu avant. Après on pourra discuter de cette dernière pièce d'ailleurs, ou d'autres choses avec plaisir. Jusqu'au bouton. Jusqu'au bouton.
c'est pas trop chargé comme avant. Une partie un peu dansante au milieu, puis un final très lyrique, très grandiose. Voilà, je trouve cette œuvre condense assez bien la musique de Tchaïkovski. Et puis toutes les qualités de Tchaïkovski sont là-dedans, sans les défauts. Un peu lourd sur la fin, mais bon. Mais le final est très bien fait, puisqu'il y a un double final en fait. On s'attend, on se disait c'est fini et il y a deux derniers petits coups. Voilà. Donc je suis ouvert à toute question, discussion, critique, insulte. Je vous en prie. Donc j'espère vous avoir donné envie d'écouter cette musique-là, sachant que vous avez le choix, puisqu'il y a beaucoup de choses différentes. Je peux vous communiquer le petit schéma avec les couleurs qui permet de s'y retrouver un petit peu. Et puis après, vous pionchez comme vous voulez, comme ça vous plaît. C'est une bonne idée, ça. Oui. Corrigé. Avec le lac des Cygnes 76, effectivement. Et j'ai retrouvé le nom du cinquième du groupe des 5, c'est Balakirev. Ah, Balakirev. Il n'est pas très connu puisqu'il n'a quasiment rien composé. Mais c'était lui le chef spirituel. Voilà. C'était l'opposé de Rubinstein de l'autre côté. Rubinstein qui dit bon, on va faire un truc sérieux, les Allemands ils ont bien fait ça, on va faire comme les Allemands. Et Balakirev disait mais n'importe quoi, on va pas faire comme les Allemands, ils ont fait des trucs lourds et ennuyeux. Donc on va faire notre truc. Voilà. Juste la parenthèse. Il n'a pas laissé d'autres traces, mis à part celle-ci qui est quand même importante, puisqu'en termes de mentor, c'est lui qui a porté la dynamique de l'indépendance par rapport à la musique européenne et notamment germanique. Je trouve que c'est très salvateur. Ce que je veux dire, moi personnellement, enfin, qui ne connaît pas grand-chose en musique, hein, je n'avais jamais entendu parler de Balakirev. Mais moi, il y en a un autre dont je n'avais jamais entendu parler. Cuit. Jamais. C'est écrit comment, Cuit? C'est on a connu jamais entendu aussi. ce nom. Il a fait des opéras essentiellement, des choses pas mal, mais après quand Sakov est passé, donc forcément on a tout oublié.
jamais entendu ça. Non mais c'est terrifiant, c'est-à-dire que Cui était quelqu'un de doué, mais Korsakov étant quelqu'un de prodigieusement génial, c'est un peu comme certains opéras allemands contemporains de Wagner. Le mec qu'on connaît pas. Il y a des gens qui ont fait des Valkyries avant Wagner, sauf que après la Valkyrie de Wagner, ils n'avaient pas Louis II derrière. Ils n'avaient pas Louis II pour les soutenir. Oui, sûrement aussi, mais bon, il y avait peut-être des bonnes raisons aussi. Hein, c'est pareil pour Beethoven, enfin, mais en général, c'est... Oh bah qui il avait Beethoven pour le soutenir? Il n'avait pas un Louis II. Bonne, les gens de Bonn, toute la noblesse de Bonn, c'est elle qui l'a élevé au niveau où il était. Mais c'était mérité aussi, il aurait... Bon, donc Cui effectivement a un peu disparu de la circulation, alors que Borodine et Moussorgsky sont restés pour deux opéras, chacun un il y a opéra. des CD régulièrement, il y a des CD russes, musique romantique russe. Oui. Enfin, Borodine quand même, c'est... Borodine a fait beaucoup de symphonies après. Non, oui, pardon. Oui, non, bien sûr. Donc lui, il y a très peu de choses. J'ai jamais entendu. C'est Moussorgsky qui a quasiment rien laissé, il a laissé beaucoup de brouillons que Korsakov a complété, dont La nuit sur le Mont Fauve, qui serait complètement, qui n'existerait pas sans... Moussorgsky, il y a aussi un opéra. Il y a un opéra, c'est... C'est pas Prince Igor, c'est l'autre. Je ne sais plus le nom de l'opéra de Moussorgsky, mais il a fait un opéra. Oui, il y a un opéra. Il y a le Prince Igor. Prince Igor, c'est Borodine. Prince Igor, oui. C'est Borodine. Les grands... Bah oui, Ivan le Terrible. Moussorgsky, c'est Ivan le Terrible, oui, c'est ça. Voilà, Ivan le Terrible. Et Borodine, c'est Prince Igor. Avec les C'est très beau. C'est très bien. Mais il a fait aussi d'autres symphonies qui sont bien. Il a fait des symphonies qui sont bien. Même si, enfin, j'ai envie de dire, encore une fois, comme Korsakov et Tchaïkovski sont passés, les symphonies de Borodine sont tombées un peu dans la... Parce qu'elles ont des qualités, notamment la deuxième de Borodine, ça me revient maintenant. Mais évidemment, quand on compare avec la cinquième de Tchaïkovski, ben, c'est pas facile, quoi. On peut pas avoir la même notoriété. C'est comme ça. Autre question? Ben, merci Alexandre. Merci.